Ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue. Vous avez été le patron du RAID de 2013 à 2017. Vous témoignez, patron du RAID aux éditions Mareuil. C'est un témoignage exceptionnel, 2 ans après. Vous avez évidemment mené l'assaut contre les terroristes du Bataclan. C'était il y a 2 ans. Est-ce que ces images restent gravées en vous pour toujours? Oui, bonjour. Oui, effectivement, ce sont des images qui sont très fortes. C'est des images d'horreur, des images qui impactent tout le monde, y compris le chef du RAID, y compris les gens du RAID, y compris les policiers qui interviennent. Et c'est quelque chose qui reste gravé, je pense, définitivement dans les... Oui, quand vous intervenez avec vos hommes, c'est vous qui allez sécuriser le rez-de-chaussée du Bataclan. Oui. La BRI s'occupe du balcon où se trouvent les terroristes. Alors les terroristes se trouvent déjà, nous quand on arrive, il y a déjà une première intervention des primo-intervenants, c'est-à-dire de la BAC PP, avec ce commissaire et son chauffeur qui très courageusement ont pénétré déjà à l'intérieur du Bataclan et ont ouvert le feu sur un des 3 terroristes qui s'est fait exploser ou qui a explosé à cause des impacts qu'il a reçus. Mais nous, quand on arrive, la situation est figée, c'est-à-dire que les 2 autres terroristes se sont réfugiés derrière l'arrière-scène où il y a un local qui est fermé par des portes, mais un local, ils correspondent dans le local de haut en bas du rez-de-chaussée au premier étage par un escalier qui est derrière. Et donc il faut tenir à la fois le bas et le haut. Oui. Le haut est tenu par la BRI qui donnera l'assaut et le bas est tenu par le RAID et les terroristes montent et descendent dans cet escalier. Vous pensez pouvoir négocier encore à ce moment-là? Non. On ne pense pas à négocier. Alors, il y a contact à la négociation, mais on ne pense pas à négocier parce que l'on sait, et l'on sait depuis l'affaire Mera, que la négociation n'est pas le meilleur moyen pour gagner du temps. Pourquoi? Parce que, en tout cas au RAID, c'est la réflexion qu'on a fait. Nous, depuis l'affaire Mera et avec toutes les autres affaires que l'on a décortiquées et qui se sont faites de part et d'autre dans le monde, on sait qu'un individu radicalisé, jamais ne se rend. Jamais. Oui, ils sont là pour mourir. Ils sont là pour mourir, ils recherchent la mort en combattant. Donc on sait que le temps doit compter pour nous et pas pour lui. Oui. Parce que c'est important aussi, le temps les radicalisés essayent de le distordre à leur manière, pour plusieurs choses. D'abord pour se reposer, ou pour initier des explosifs, ou pour tuer les otages, ou tout simplement pour mettre sur les réseaux leurs films mortifères qu'ils ont pris auparavant en tuant des gens dans la rue. L'assaut à 0h18, un des terroristes donc explose, et avec l'impact de cette explosion tue l'autre terroriste. On ne pouvait pas intervenir avant? On ne pouvait pas intervenir avant. Alors, sur les terroristes en tant que tels, l'intervention a eu lieu avant. Les primo-intervenants sont intervenus, sont rentrés, ont permis de figer la situation. À partir de ce moment-là, les terroristes se retranchent et ne sortent plus. Ils se retranchent avec des otages. Et donc, l'intervention de la BRI et du RAID se prépare. Et au top assaut, la BRI, qui est au premier étage, donne l'assaut, faisant refluer les deux terroristes. Et ça se passe comme vous venez de le dire. Donner l'assaut avant sur les forces d'intervention que sont la BRI et le RAID, non, parce qu'il fallait d'abord sécuriser le rez-de-chaussée et le premier étage pour pouvoir, au fur et à mesure, sortir aussi les nombreux blessés qu'on avait et les otages et les quantités d'otages phénoménales qu'il y avait dans ce livre. Vous racontez d'ailleurs dans ce livre des pages émouvantes comment vous avez du mal, évidemment, à vous déplacer à l'intérieur du Bataclan, puisqu'il y a des monceaux de corps. Oui. Évidemment, vous ne pouvez pas marcher sur ces corps, donc le déplacement est difficile. Oui, on traîne les pieds au milieu des corps, effectivement, parce qu'on doit aller de l'autre côté de la scène. Et là, on est au milieu de corps, au milieu de blessés qui râlent, qui nous demandent de les sortir de là, on est sur cette situation-là. Oui, 5 jours après, eh bien, vous menez l'intervention à Saint-Denis. Oui. Une intervention qui va être très critiquée, beaucoup d'impact pour abattre notamment Abaoud, qui est un des présumés commanditaires de l'attaque du Bataclan, mais finalement une intervention qui ne se passe pas comme prévu. Les interventions, d'une manière générale, ne se passent jamais comme prévu. On a des procès d'intervention, on révise nos gammes, les gars révisent les gammes, le commandement et le patron du RAID
travaille sur la stratégie et en général, les choses ne se passent pas comme prévu. Ce qui ne se passe pas comme prévu à Saint-Denis, c'est que la porte, un des engins explosifs que nous on place sur la porte ne fonctionne pas, donc ne nous ouvre pas la porte et partant de là, on n'a plus l'effet de surprise. À partir du moment où on n'a plus l'effet de surprise, on fait un barrage de feu, j'ordonne un barrage de feu, pour pas que les terroristes, dont on sait qu'ils sont équipés de gilets explosifs, de ces fameux gilets explosifs qui ont tué tant de personnes pendant la soirée des terrasses et du Bataclan, on sait qu'ils ont ça. Je ne veux pas qu'ils se rapprochent de la colonne d'assaut, qu'ils se mettent derrière le mur qui n'est pas une cloison porteuse, mais qui est une cloison simple, et qu'ils me mettent une colonne d'assaut au tapis. Donc on fait un barrage de feu et on déroule notre intervention qui va durer 7 heures comme ça. Alors, effectivement, il y a eu de la polémique là-dessus, mais c'est de la polémique. Quand on fait le bilan de cette opération-là, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'aller chercher Abaoud, qui a des gilets explosifs. Alors, on nous a dit qu'il n'a pas de Kalachnikov, certes, j'en prends acte, mais il avait une arme de poing. Une arme de poing, donc un pistolet 9 mm, ça tue aussi facilement qu'une cartouche de Kalachnikov. Des grenades qui ont été lancées sur les effectifs. J'ai eu 5 blessés par grenade. Ça, personne s'en est trop soucié dans cette... Enfin, ceux qui ont lancé la polémique ne s'en sont pas beaucoup souciés. Et j'ai surtout ces 3 terroristes dont on pense que tous les 3 sont revêtus de gilets explosifs. Et au moins un était revêtu de gilets explosifs puisqu'il se fait exploser. Et Abaoud, rappelons rapidement qui il était. Abaoud, on le voit 3 mois auparavant tirer avec son pick-up hilar une dizaine de cadavres derrière lui en Syrie. Il arrive, il est l'auteur, le cerveau de ces attentats de cette fameuse nuit. Et s'apprête à commettre un attentat tout aussi mortel sur la plateforme de la Défense. Donc voilà où on en est. Alors, polémique, moi je veux bien qu'on fasse une polémique sur tout, en particulier critiquer quand on n'est pas derrière la porte, ça me paraît, bon, pourquoi pas. Mais rappelons-nous qui étaient ces gens-là. Oui, et Jean-Michel Fauvergue, vous avez des mots d'ailleurs touchants. Évidemment, il y a un homme derrière finalement le policier, cette vocation que vous avez depuis votre enfance. Vous dites au Bataclan, eh bien dans la fureur de ces cadavres que vous aviez sous les yeux, vous avez eu une pensée pour votre grand-père et une rivière dans votre enfance. Oui, c'est une façon de... Quand j'arrive avec la colonne d'assaut derrière moi, on prend plein choc cette vision d'horreur, quoi. Et il y a un moment de sidération. Et là, chacun a sa technique très personnalisée pour reprendre ses esprits. Moi, j'ai pas le temps je ne peux pas ne pas reprendre mes esprits rapidement. J'ai un dispositif à commander, j'ai des gens à commander, j'ai tous mes gars qui sont derrière. Et donc, je me reconcentre en pensant à quelque chose qui m'est cher et qui date de mon enfance. Oui, de vous dire, voilà. La vie, c'est ailleurs, c'est ça. Oui. On a besoin de ça. Ah, on a besoin de ça, ouais, tout le temps. Le 13 juin 2016, Magnanville, vous intervenez après qu'un couple de policiers ait été assassiné chez eux. Ouais. Et ça, c'est une vision terrible, puisque vous dites dans ce livre, évidemment, il y a intervention, l'assassin est abattu, et son corps tombe sur le corps de cette jeune femme. Oui, c'était... d'abord, dans cette affaire-là, on a sauvé le petit Mathieu, qui était un des enfants du couple. Le deuxième n'était pas là, mais voilà, le petit Mathieu, 3 ans. Et ça, c'est un orgueil, c'est une fierté pour l'ensemble du RAID. Comme ça a été une fierté de sauver dans l'hypercachère pour le RAID et la BRI que je commandais, ça a été une fierté de sauver les 26 otages. Mais dans cette affaire de policiers à Magnanville tués, ça nous touche profondément parce que ça vise des policiers, des gens de la sécurité, des gendarmes. Et oui, et voir ce cadavre, ce barbare sur la jeune collègue. Quand j'ai revu les photos que vous avez montrées à vos écrans pendant la cérémonie qui s'est passée dans la cour du ministère de l'Intérieur, ça m'a fait un choc. Et sur place aussi, moi je voulais pas voir ce barbare salir. Mais j'y ai pas touché parce que sur une scène de crime, on touche à rien pour ensuite pouvoir exploiter les traces et les indices. Jean-Michel Fauvergue, ce livre commence, ou presque très rapidement, par l'affaire Mera. Oui. Vous négociez avec Mera, qui a assassiné, on le sait, un certain nombre d'enfants et de personnes
notamment parce qu'elles étaient juives, et vous menez l'intervention, la négociation pour obtenir sa reddition, et vous n'obtenez pas cette reddition. Alors l'affaire Mera, moi j'y étais pas, l'affaire Mera, mais c'est une continuité, le RAID, hein, donc je vais en parler aussi. L'affaire Mera, c'est l'an zéro de ce type d'individu radicalisé. Pourquoi l'an zéro? Parce que à cette époque, le RAID intervient comme il sait intervenir, et d'ailleurs les instructions politiques, hein, qui viennent du plus haut demandent au RAID d'intervenir comme le RAID sait intervenir, c'est-à-dire on fait un assaut, on se fixe sur l'assaut, on essaye de négocier, et on négocie pendant 20 heures. Mais là on ne sait pas à cette époque-là, que ce que Mohamed Merah, comme tous les autres terroristes qu'on connaîtra après, non seulement ne craint pas la mort, mais recherche la mort. Il n'a aucune... J'aime autant la mort que vous aimez la vie. Bien sûr, voilà ce qu'il dit. Mais il n'a aucune envie de se rendre. Et d'ailleurs, il le dit dans ses échanges. À la fin de la négociation, au bout de 20 heures, il dit « Je vous ai bien eu, je me suis reposé, etc. » Donc, à partir de là, on change notre manière de faire. Nulle part dans le monde, ces individus-là ne se sont rendus. Donc on se dit, est-ce que la négociation sert à quelque chose? Elle sert toujours, bien évidemment, à 80-90% des cas, sur des individus qui ont des problèmes psychologiques, qui se sont retranchés chez eux ou qui ont pris des otages, mais elle ne sert pas pour les individus radicalisés qui recherchent la mort. Donc on négocie moins, on transforme la négociation en contact, et une fois qu'on a déclenché un assaut, on ne l'arrête plus. C'est un échec quand on n'obtient pas la reddition et prendre le terroriste vivant? C'est un échec quand on n'obtient pas la reddition d'un individu forcené ou d'un preneur d'otages qui a des problèmes psychologiques. Pourquoi? Parce que cet individu-là est en grande souffrance. Sur un individu radicalisé, je ne dirais pas que c'est un échec, non. On doit penser avant tout à sauver les otages. Et en plus, le patron du RAID doit penser non seulement à sauver les otages, mais à ramener tous ces guerriers, tous ces hommes en noir chez lui, chez eux. L'affaire Charlie Hebdo, là vous intervenez bien sûr, également. Vincennes. Vous êtes à Vincennes, l'hypercachère. Auparavant, vous étiez vers Magnanville. Il y a une coordination pour finalement mener l'assaut. Vous menez cette négociation avec l'Élysée qui vous donne à un moment le feu vert pour intervenir. Oui, tout à fait. Alors, c'est la première fois, il faut le savoir, c'est la première fois au monde que deux unités d'intervention, donc le GIGN dans son secteur de compétences à Dammartin et le RAID, avec sous l'autorité du chef du RAID, l'ABRI aussi, à la porte de Vincennes, interviennent en même temps. On a coordonné notre affaire parce que moi j'ai récupéré 2 officiers du GIGN et j'ai laissé 2 de mes officiers au GIGN, et donc on se parle entre nous. Et j'ai l'autorisation d'assaut. Je demande rapidement au ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, qui vient sur place. Je lui demande l'autorisation d'assaut assez rapidement, en lui disant que de toute façon, ça sera le seul moyen pour sauver les otages. Et je lui dis en substance ce qu'il a rappelé dans ses discours. On va faire le maximum pour sauver tous les otages. Je ne suis pas persuadé d'y arriver, et je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas chez nous des pertes. Mais on va y aller, et on le fera quand même. Et je veux, si possible, l'autorisation d'assaut, moi en premier, parce que c'est moi qui ai les otages, et le GIGN suivra après. Ça ne s'est pas passé comme ça, parce que les frères Kouachi sont sortis, le GIGN a été obligé d'intervenir. Comme on craignait qu'il soit en contact avec Koulibaly à la porte de Vincennes, nous avons précipité notre assaut et nous avons sauvé tous les otages. Oui. Vous dites à certains moments, tout ça est télévisé. Oui. Aujourd'hui, les médias sont partout. Vous dites par exemple que vous essayez de joindre évidemment le standard de la supérette. Vous n'y parvenez pas parce qu'il y a une chaîne de télévision, c'est BFM TV, qui occupe le standard. Vous dites que quand vous vous rendez à Dammartin, vous avez l'impression que les journalistes sont tous au bord de la route comme si c'était le Tour de France. Tout ça vous choque ? Oui, à l'époque, ça m'a beaucoup choqué. Alors maintenant, pour rétablir complètement la vérité, c'est Koulibaly qui appelle BFM. Hein. C'est pas le contraire qui s'est passé. Oui, tout ça a été terriblement choquant à l'époque. Maintenant, moi, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus. Alors c'est vrai que on a été, il y a eu
y a eu des choses qui nous ont empêchés de travailler beaucoup plus vite. Par exemple, de mettre nos explosifs sur les portes à Vincennes. On ne pouvait pas parce qu'on était filmé en direct, donc on n'a pas pu préparer en amont notre assaut. Mais ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite de toute façon. Et puis, il y a aussi surtout quelque chose de terrible, c'est que quand on a nos blessés, on voit un blessé qui est tiré par ses collègues. Et là, les familles du RAID qui voient notre membre du RAID qui est tiré se disent mais est-ce qu'il va mourir? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est voilà? Est-ce que c'est mon fils pour les mères de famille et les pères de famille? Et ça c'est psychologiquement très difficile. Mais est-ce que demain il ne se passerait pas la même chose? Je ne suis pas persuadé que ça se passe différemment. Vous avez peur aujourd'hui pour ce qui peut arriver encore en France? Est-ce qu'on est prêt maintenant à faire face à cette menace qu'on connaît maintenant? Non, je n'ai pas peur au sens étymologique du terme, je n'ai pas peur de ça. La menace est importante, il faut bien s'en rendre compte, il ne faut mentir à personne. La menace est importante, elle a changé de visage et de forme. On est plus sur de la menace endogène avec des individus qui se radicalisent seuls dans leur coin et qui vont faire des attentats qu'on appelle low cost avec peu de moyens, mais qui peuvent être très meurtriers, on l'a vu à Nice. Il faut psychologiquement non pas être prêt à ça, parce qu'on n'est jamais prêt à ça, mais psychologiquement savoir que ça peut arriver. Et il faut maintenant, en plus de l'aspect opérationnel qui a évolué et qui évolue tout le temps, avec des services de renseignement qui sont de plus en plus performants, des services d'enquête qui sont plus performants, des services d'intervention qui sont performants, qui sont perfectibles encore, mais performants. Il faut aussi que maintenant, on arrive à travailler avec la population, avec les populations, et qu'on arrive à avoir de cette population plus de participation, plus de renseignements, travailler sur la résilience, énormément. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID. Vous publiez Patron du RAID face aux attentats terroristes aux éditions Mareuil. Je précise que vous êtes aujourd'hui député La République En Marche, donc passé de l'autre côté dans la politique. Oui. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue d'avoir été notre invité.